De plus en plus de sourds poursuivent des études supérieures. Depuis la loi du 11 février 2005, ce sont les universités et les établissements d'enseignement supérieur qui ont la responsabilité d'organiser et de financer l'accueil des étudiants sourds grâce à des dotations de l'État. Cette loi est censée garantir pour tous l'accès au savoir. Les étudiants peuvent bénéficier de 200 heures d'interprétariat environ, ce qui correspond à un budget de 10 000 € maximum par an. Qu'en est-il dans la réalité? Est-ce suffisant pour suivre tous les cours? 3 étudiants au parcours et au cursus différents vont nous faire partager leur expérience. Voici tout d'abord Janig, étudiante en licence de biologie à l'Université de Bretagne occidentale. Avant d'entrer à la fac, Janig a d'abord fait un IUT de biologie. Puis elle a souhaité poursuivre ses études pour devenir plus tard chercheur. À Brest, Janig est la première étudiante sourde à être accueillie à la faculté des sciences et techniques. Vous deux, vous pouvez aller avec Chloé, d'accord? Et vous deux, vous allez avec moi. Quand j'étais au lycée, je voulais aller jusqu'au bac. Alors c'est ce que j'ai fait. Et je l'ai eu. C'était un bac S. Alors il fallait que je poursuive mes études. Ma famille, mes parents m'ont toujours encouragée. Ils m'ont toujours dit que je pouvais y arriver, que je pouvais le faire. Ils m'ont beaucoup soutenue. Bien sûr, il y a quelques personnes qui m'ont dit que je n'y arriverais pas. Mais finalement, ils n'étaient pas si nombreux que ça. Et de toute façon, je ne les ai jamais écoutés. Ma famille, mes parents étaient contents. Ils étaient ravis que je réussisse, que je continue. Et quand je suis arrivée à l'université, j'étais très motivée. J'allais faire le métier que j'avais choisi. C'est le métier dont je rêve. Et je veux aller jusqu'au bout. Je veux pas m'arrêter en chemin sous prétexte que je suis sourde. Je veux aller jusqu'au bout. J'ai dit que je pouvais le faire et je le ferai. On peut couper après? Fanny était déjà comme ça. Il faut enlever en fait sur les côtés, il faut continuer à tailler. Il faut enlever en fait le maximum tout autour, continuer à tailler. Elle te pose la question. Pardon? En fait, il faut continuer à tailler autour, enlever le maximum. En fait, apparemment, il faut... Tu traces un losange et t'enlèves tout ce qu'il y a autour. En gros, c'est ça. Oui. Ah, d'accord. Voilà. Et là, en fait, Alors, vous allez me calculer grâce à la règle de Prentiss le décalage, d'accord? Alors, allez-y. Maintenant, direction Paris. Justine est étudiante en première année de BTS d'optique dans une école privée, l'Institut supérieur d'optique. Après son bac S, Justine a d'abord effectué un BTS de comptabilité en alternance. Mais passionnée par l'optique depuis l'adolescence, Justine a décidé de concrétiser son rêve. Donc, pour une ordonnance non prismatique, qu'est-ce qu'on fait? Justine? le centre optique est différent de la pupille. D'accord. La formule mathématique. Exactement. De Prentiss. De Prentiss, oui, c'est ça. Il n'y a pas de piège dans ma question. Hein. Donc, vous utilisez la règle de Prentiss qui est là, d'accord? C'est quoi ton nom de famille? J'ai un ami sourd qui m'a donné une ordonnance. Ouais. Et par rapport à la puissance de myopie. Ouais. Et ça veut dire qu'en fait, il est obligé de porter ses lunettes tous les jours. C'est quoi la correction? C'est moins 4 puissance, en puissance. Il est obligé de te porter tous les jours. Il a quel âge?
J'ai vraiment choisi l'architecture par hasard. Après, bien sûr, il a fallu que je passe le concours d'admission. J'ai fait donc venir un interprète, mais d'abord, j'ai rempli un dossier de sélection. Ensuite, j'ai dû passer un entretien. Je ne savais pas si c'était gagné parce que, bien sûr, ils se sont inquiétés de savoir comment ils allaient faire avec moi, comment ça allait se passer. Mais je ne leur ai pas expliqué que j'aurais besoin d'interprète, c'est normal. C'était juste un entretien d'évaluation de mon niveau de connaissance. Malgré tout, le résultat était positif et je me suis retrouvé sur une liste d'attente. Après ça, il a fallu que je rencontre l'administration, leur expliquer un peu comment il faudrait faire si j'intégrais l'école. Mes explications les ont rassurés. J'ai été sélectionné, j'ai passé le concours d'entrée, je l'ai réussi, alors je me suis posé la question du financement. On m'a dit, tu sais, ici, en architecture, on ne dépend pas de l'Éducation nationale, mais du ministère de la Culture. C'est donc à eux qu'on s'est adressé pour le financement, et ça a marché. Bien sûr, en 5 ans, ça a évolué. Ils ont compris, enfin, ils n'ont pas compris, mais ils ont pris l'habitude de me financer. Les 3 premières années, ils ont dit oui à tout ce que je demandais. Puis ensuite, ils ont réfléchi. Enfin, je suppose que c'est comme ça que ça s'est passé. Ils ont dû se dire qu'il allait falloir instaurer des critères, limiter les financements et ne pas distribuer de l'argent à tout va. Les relations ont été difficiles quand même, parce que du côté du ministère comme de l'administration, ils se sont dit que 60 € pour 1 heure d'interprète, c'était n'importe quoi. Moi, je leur ai dit non, 60 €, c'est pas n'importe quoi. Effectivement, c'est cher pour 1 heure, mais il ne faut pas oublier que ces interprètes ne sont pas indépendants. Ils travaillent pour des structures qui ont besoin de fonds pour fonctionner. De manière générale, ce sont les étudiants qui doivent accomplir les démarches, soit en s'adressant à la mission handicap de l'université, soit à l'administration de leur école. Jannick se rend à une réunion entre le service d'interprète de l'URAPEDA, la mission handicap de l'université et le responsable pédagogique pour faire le point sur sa situation. On a fait un premier temps d'évaluation des besoins avec Jannick, votre équipe, et puis notre équipe. D'accord ? Et donc, par rapport à ça, il y a eu des matières on a décidé de certaines pistes de travail. Donc, Mallory peut en parler, je pense, sur les abandons, ce qu'on garde, voilà. C'est vrai que la plupart des cours vont être traduits en langue des signes dans la mesure du possible, puisque Jannick a besoin de pouvoir suivre l'intégralité des cours, au même titre que les autres étudiants, dans la langue de son choix, qui est la langue des signes. Je constate que jusqu'à présent, depuis le début de l'année, c'est quasiment la totalité des cours qui sont traduits en LSF. La question que je me pose, est-ce qu'après 1 mois et demi de fonctionnement du dispositif, on peut arriver à cette conclusion de dire si réellement il y a nécessité absolue que tous les cours magistraux et le début des TP soient traduits en LSF, ou alors on peut, pour certaines matières pour lesquelles il existe un support, soit sous forme de polycope ou Attendez, attention. C'est vrai que j'ai vraiment besoin d'interprétation pour tous les CM. Parce qu'en fait, c'est un cours en continu. En plus, il y a également, en général, un PowerPoint. Donc, en fait, pour que je puisse suivre l'intégralité, j'ai vraiment besoin d'un interprète. Au même titre que les autres étudiants ont accès au cours. Donc, vraiment, moi, c'est un besoin pour moi, c'est tout. Oui, en fait, bon, ma question, je reviens sur un plan purement, je dirais, pragmatique, parce que si on fait, si vous voulez, le décompte des heures d'interprétariat, on arrive pour la 3e année à plus de 500 heures d'interprétariat, et d'un point de vue du coût, ça dépasse largement en fait ce qui nous est alloué pour pouvoir financer le dispositif. Je pense que les directives telles qu'elles sont posées, c'est du genre, voilà, c'est 200 heures annuelles pour chaque étudiant, comme si voilà, l'étudiant il était. Oui, voilà, c'est un peu arbitraire parce que la personne elle est sourde le matin en physiologie et puis elle serait pas sourde en génétique, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on fait comme choix, quoi. Est-ce qu'on peut demander une rallonge de 17 000 € au ministère
C'est difficile. Si on peut apporter une pierre un peu pédagogique hein, aussi, pédagogique. Je pense qu'en effet, dans les cours, il faut qu'il y ait une traduction. Tous les cours magistraux, même si c'est il y a une quarantaine, 45 étudiants en L3 BCP, donc c'est un petit groupe, ça fonctionne bien. On n'est pas dans des grands amphis, mais néanmoins pour les cours magistraux, je pense que pédagogiquement là, c'est important. Les TP, après, il peut en effet y avoir des solutions avec une intervention au début, une petite demi-heure. Souvent les TP sont organisés avec une demi-heure de présentation et puis les 3 heures ou 4 heures de manipulation. Là c'est à Yannick de me dire aussi si ça fonctionne bien comme ça ou pas. Et les TD, c'est à Yannick de nous dire. En fait, c'est tout le temps la même chose. Tous les ans, c'est la même histoire. L'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Il a toujours dit ça. Quand même, il fallait que je réagisse et que je lui dise. Je dois le dire et le redire tous les ans. Il ne faut pas qu'ils oublient que je suis sourde et que c'est nécessaire, qu'il le faut. Je sais que les budgets sont limités, plafonnés, qu'il n'y a pas assez d'argent, qu'il faut réduire au maximum les dépenses. Mais il faut choisir. C'est soit l'argent, soit moi. Je le dis, je l'ai redit et je le redirai encore. Il dit toujours la même chose, et je trouve qu'il exagère. Il le sait, mais il pousse. À l'université, tout le monde sait que je suis sourde, mais personne n'ose discuter avec moi. En fait, ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils aimeraient bien pouvoir me parler, mais ils ne savent pas trop comment faire. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas informés sur la surdité. Mais ce n'est pas facile, ça n'a pas été prévu de rajouter des heures de sensibilisation sur le sujet. J'ai une autre amie qui a appris la langue des signes, qui s'est investie pour apprendre cette langue et pouvoir mieux discuter avec moi. Moi, je sais que T, c'est égal à 1 sur la fréquence. Alors, la fréquence, R, bah, T traverse. Attends. Non, T, bah, T égale 1 sur F. Mettre pas... Ah non, c'est les secondes, c'est les temps en fait. Okay. Enfin, apprendre par cœur les définitions, c'est pas la peine. Bah là, ça va être la deuxième fois que travailler ensemble. Parce qu'on vient de commencer la rentrée il y a 1 mois. Donc on avait du mal à s'organiser pour le début. Mais là, sûrement, on va souvent travailler ensemble. Parce que ça aide à retenir plus facilement. Comme ça, voilà. Aussi, on avance plus facilement au travail. Des fois, il y a des professeurs où ils parlent très vite et j'ai beaucoup de mal à comprendre les profs. Donc, je demande parfois à un voisin ou à Justine si elle avait compris avec un interprète. Donc, après, ça va beaucoup plus vite. Ou alors, je recopie sur les voisins les cours. Et après, voilà. J'ai plus besoin d'avoir des preneurs de notes. Donc, il doit arriver, c'est Justine qui m'avait conseillé
il y a un mois et je ne savais pas, donc ça va être en cours. Oui, parce que je suis aussi secrétaire de la section des étudiants sourds de France. Et j'ai aussi pour fonction d'assister ceux qui ont besoin de l'être au quotidien. Je suis là pour les aider, pour les soutenir. Je ne veux pas qu'ils se découragent parce que la paperasse administrative, ce n'est pas évident. Une dioptrie. Sur notre TD3, il nous restait l'exercice 4 à corriger. On reprend. On vous précisait donc dans l'énoncé que la réfraction axiale de l'œil droit était de +3. Bah oui, un peu, parce que j'avais pas trop de temps. D'habitude, j'ai le tiers. Oui. J'avais pas le temps. Et vous n'y avez pas le droit ici, on ne peut pas l'organiser malheureusement. Oui, voilà, ça fait partie des inconvénients. C'est le problème. Mais voilà, vous savez que vous aurez du temps en plus le jour J. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon. C'est dommage, parce que quand ils voyaient les questions, c'est facile. Bah oui, mais en fait, c'est tout bête. Raphaël, il faut que tu lises avant en fait l'énoncé et que tu répondes d'abord à ces questions-là. D'accord. Moi, j'ai connu Maxime en cours magistral quand il était en 3e année. Et donc, c'est la première fois que ça m'arrivait comme enseignant. J'ai été surpris d'avoir quelqu'un à côté de moi qui signait pour traduire ce que je disais. Bon, je pense que là, il n'y avait pas de... Bon, c'est un cas de figure un peu... Bon, c'est le cas de figure où il est accompagné par son interprète. Mais c'est vrai que sinon, quand on se croise dans l'école, ou là, en l'occurrence, Maxime a besoin de me voir pour réfléchir à son sujet de mémoire de 5e année, bon, on n'a pas forcément l'interprète sous la main, donc là, on se débrouille. Je suis tenté de parler, mais comme je suis très à l'aise avec l'écriture, et lui aussi, finalement, bon, je pense qu'on arrive à échanger par l'écrit. Alors, on va peut-être moins vite qu'à l'oral, mais je me demande si quelquefois on va pas plus loin, de façon un peu plus profonde en écrivant les choses. C'est pas obligatoire. Mais une fois de faire tout, ça fait un ensemble. Ce que je voudrais dire au sujet de mon intégration et à la présence des interprètes, c'est que c'est vrai, c'est très important d'avoir des interprètes pour pouvoir s'intégrer. Mais à côté de ça, ce qui est tout aussi important, c'est la relation qu'on a avec les autres étudiants et leur ouverture d'esprit. Parce que, par exemple, ma sœur qui a fait ses études de biologie à l'université d'Angers, elle a toujours eu des interprètes pour tous les cours, et pourtant elle n'a pas réussi à s'intégrer, parce que ses camarades n'étaient pas ouverts. Ils avaient des difficultés à communiquer avec elle. Ils n'étaient pas dans le visuel, et elle m'a toujours dit qu'elle avait des problèmes relationnels avec eux. Et pourtant, tous les deux, on a eu des interprètes. J'ai juste eu la chance de rencontrer des gens plus ouverts. Et d'ailleurs, je pense que s'ils ont choisi l'architecture, ce n'est pas un hasard. À mon avis, c'est parce qu'ils sont ouverts d'esprit. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'est quand on est entré à l'école. Au bout d'1 an, il m'a proposé de prendre une colocation avec lui et avec d'autres amis. Laure et Julie. Voilà, on s'est retrouvés à 4 en coloc et on a appris à se connaître. En fait, quand tu es étudiant, le logement et la nourriture, financièrement, c'est difficile. Ce n'est pas évident de partager et de se mettre d'accord sur la répartition des frais. Parce que comme moi, je bénéficie d'aide, on n'est pas sur un pied d'égalité tous les deux. Du coup, on a du mal à se mettre d'accord, à discuter de ces problèmes-là, à trouver le bon équilibre budgétaire. Comme je touche l'allocation adulte handicapé et la prestation de compensation du handicap, je suis perçu comme doublement handicapé. Et mes colocs me voient comme une personne différente.
Et ça, c'est un peu dommage, je trouve. Voilà, il a pu vivre quelques tensions dans la coloc, oui, parce qu'on le savait, les uns et les autres le savaient, et puis ça, oui, c'est des histoires de sous qui peuvent créer des tensions, mais c'est sûr, quand on est dans une situation où on a besoin de travailler, qu'on voit les autres qui n'ont pas besoin de ça, et bon, ça peut créer des tensions, mais pas en soi plus dérangeant qu'un autre étudiant qui a une situation aisée, et dans la promotion, il y en a, il y a toutes les situations. Donc. Parce que notre idée maintenant, c'est quand même de se balader en nomade dans la banlieue, quoi. Et peut-être qu'il faudrait presque prendre en compte cette autoroute comme une frontière qu'on ne dépassera jamais. Et qu'on ait toujours en tête la présence de Dublin, mais sans vraiment la voir ou vraiment y pénétrer, en fait. J'habite chez mes parents. Et on a souvent parlé de me trouver un job d'été. Parce que j'ai besoin d'argent. Si je voulais m'installer en ville pour la suite de mes études, j'aurais besoin d'argent pour financer mon logement. Pour ça, il faudrait que je trouve un job d'étudiant. Mais comme je suis sourde, pas facile. De son côté, Justine perçoit l'allocation adulte handicapé. Elle peut également compter sur des allocations chômage auxquelles elle a droit pour avoir été salariée pendant ses 2 années d'études en alternance. Des aides bienvenues pour Justine. Du côté de mes parents, plus précisément du côté de mon père, ça a été un non catégorique. Il ne voulait pas m'aider financièrement. Pour lui, 6 000 € par an, c'était trop cher. J'ai essayé de lui expliquer, de le convaincre, mais il n'y a rien eu à faire. Pourtant, je lui ai dit qu'en optique, il y avait très peu d'écoles publiques et qu'en plus, elles se trouvaient dans des petites villes. Par contre, il y a beaucoup d'écoles privées qui, elles, sont plutôt dans les grandes villes, donc j'y trouverais des interprètes plus facilement. Si j'étais dans une petite ville, je ne trouverais pas d'interprète. Les conséquences seraient catastrophiques. Il fallait donc éviter. Mais il n'a rien voulu savoir. Ça m'a énervée, j'ai laissé tomber. Ensuite, je me suis tournée vers ma mère. Mais elle aussi était réticente. Pour elle, ce n'était pas un métier d'avenir. Elle n'était pas du tout d'accord avec mon choix. Elle avait peur que je ne puisse pas suffisamment communiquer. C'est toujours la même histoire, toujours la même rengaine. Donc j'ai abandonné et je me suis débrouillée toute seule. Aujourd'hui, ils ont ouvert les yeux. Ils ont pris conscience que c'était possible. Je suis soulagée. Et l'année dernière, mon père a accepté de financer la moitié de mes frais de scolarité. Moi, j'ai toujours dans l'idée de me battre. L'avenir des plus jeunes m'inquiète. Ils sont souvent démobilisés, défaitistes. Ils se disent « Eh ben tant pis, puisque je suis comme ça, je suis obligée de rentrer dans le moule. C'est pas la peine. » Alors que non. Ils devraient affirmer leur identité sourde. Ils ont des choses à dire, ils doivent militer pour avoir les mêmes droits que les entendants.
Les témoignages de ces 3 étudiants montrent que la poursuite des études pour les sourds est certes possible, mais qu'elle reste précaire en raison des problèmes d'accessibilité au savoir. Étudier dans des conditions correctes est souvent le résultat de l'énergie déployée par chaque étudiant pour obtenir des aides et de la rencontre avec des interlocuteurs motivés. Une situation qui ne garantit pas de façon définitive et incontestable des droits pourtant inscrits dans la loi.